tarde, vamos dar então prosseguimento ao ciclo de conferências do professor Michel Ferdet, patrocinados aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. E o professor, já no primeiro encontro, segunda-feira, apresentou, digamos assim, a abordagem que ele vem desenvolvendo com os pesquisadores na França, né, intitulado Sócio-História do Político, uma abordagem interdisciplinar. Hoje, na tarde de hoje, o professor vai abordar partidos, né, o tema geral será partidos políticos, sob, né, a perspectiva desta abordagem sócio-história do político. Novamente agradeço a presença de vocês e passaria imediatamente a palavra sobre o Michel Ferdet. Há uma lista de presença, está circulando na sala. Depois, como fizemos na vez anterior, depois da conferência, teremos um bloco de questões, né, que vocês podem formular, serão traduzidas e respondidas. Okay. Je tiens d'abord à m'excuser de mon retard. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo meu atraso. Parce que quand je suis dans un pays étranger, je m'adapte aux coutumes du lieu. E quando estou em um país estrangeiro, adapto-me aos costumes locais. Généralement, en Finlande, je suis en avance, en France à l'heure et au Brésil en retard. Normalmente na Finlândia eu chego com antecedência, na França na hora e no Brasil com atraso. Mais je suis prêt éventuellement donc à venir les prochaines fois tout à fait à l'heure, donc il n'y a pas de problème. De toute manière, j'étais en train de travailler dans mon bureau. Mas, de toda maneira, estou disposto a chegar perfeitamente no horário. Das outras vezes, de toda maneira, eu estava trabalhando em minha sala. Bien, alors on m'a demandé aujourd'hui de vous parler des partis politiques. Me foi pedido hoje que eles falassem sobre os partidos políticos. C'est, pour répondre, un objet très très conventionnel de la science politique sur lequel il est difficile d'être véritablement original. É objeto bastante convencional da ciência política sobre o qual é bastante difícil sermos originais. C'est en effet, comme vous le savez, un objet central, classique. É objeto central, clássico. Puisque une partie de la discipline, aussi bien en France qu'à l'étranger, a pu se fonder sur l'étude, je laisse de côté pour le moment les précisions, l'étude des partis politiques. Justamente porque as bases dessa disciplina, na França como em outros lugares, foi justamente iniciou justamente com um estudo dos partidos políticos. Je vous rappellerai simplement pour mémoire, mais je pense que vous les connaissez tous, qu'il y a désormais un certain nombre de classiques incontournables que nous lisons tous de par le monde, que nous relisons d'ailleurs. Eu gostaria de lembrar a vocês que há um certo número de clássicos que nós todos lemos e muitas vezes tornamos a ler. Que ce soit à la fois le Roberto Michels de 1911, Roberto Michels de 1911, ou le Moïse Ostrogorski qui est en train justement d'atteindre son centenaire, puisqu'il y a un numéro spécial d'une revue internationale qui se prépare à ce sujet. Ostrogorski, que agora então chega a seu centenário, há inclusive uma revista versando sobre este tema recentemente. Ou que ce soit éventuellement justement dans la tradition française, l'ouvrage de Maurice Duverger de 1951 qui, je crois, a dû marquer un certain nombre de gens qui ont travaillé sur les partis politiques en France ou à l'étranger. A obra de Maurice Duverger, de 1950, marcou bastante as pessoas que estudavam os partidos políticos, tanto na França quanto no estrangeiro. Bien, alors, bien entendu, les partis politiques sont au centre de la vie politique. Généralement, lorsqu'on va dans un pays étranger pour essayer de se repérer, on demande éventuellement à un informateur, par exemple Elke Trindade, d'indiquer quelle est la cartographie donc des partis politiques, ce qui est particulièrement compliqué au Brésil. Normalmente, quando nós vamos então ao exterior, procuramos entender um pouquinho qual a realidade dos partidos políticos, pedimos então algumas informações a pessoas da área, né? E tentamos então nos inteirar da cartografia dos partidos políticos nesses diferentes países, o que no caso do Brasil é bastante complicado. On peut en revenir sur ce problème parce qu'effectivement,
Dans les grandes typologies macro-historiques, en règle générale, on peut parler, par exemple, après Bernard Manin, d'une deuxième phase qui serait la démocratie des partis et qui aurait cessé d'exister, disons, depuis une vingtaine d'années. Nós, falando, para voltarmos à questão da tipologia dos partidos políticos, teríamos de falar de uma espécie de democracia dos partidos políticos que está muito em voga como tema já há uns 20 anos. Et en effet, il y a un certain nombre... Et sinon, donc, il y a effectivement un certain nombre de travaux à l'heure actuelle, notamment en Europe, sur la question donc, de la diminution de la place des partis politiques donc, dans les démocraties occidentales, dans les démocraties tout court. E há uma série de estudos atualmente, especificamente na Europa, sobre a diminuição da importância dos partidos políticos nos diferentes países, não somente na França, mas na Europa em geral, nas démocraties em geral. Et notamment dans ce qu'on peut éventuellement désigner comme la prétention des partis politiques à monopoliser, disons, l'offre politique, à monopoliser la production donc de biens politiques. E isso devido à tendência dos partidos políticos de monopolizarem os bens políticos. Posé comme ça, effectivement, le problème est beaucoup trop général. Isso levantado assim, o problema aparece de forma muito geral. On pourra éventuellement y revenir dans la discussion, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de débats sur ce problème. Nós talvez possamos voltar a este assunto mais tarde, apesar atualmente grande número de debates a esse respeito. Alors, objet central, mais objet aussi un peu méprisé par un certain nombre de collègues. Ou seja, objeto central, mas também objeto bastante desprezado por certo número de colegas. Ça fait un peu, alors je ne sais pas comment traduire en portugais, j'ai trouvé dans le dictionnaire sem pressa, des choses un peu à la papa, quoi. São coisas que vão sem pressa. C'est des choses un peu démodées, c'est une science politique un peu obsolète lorsqu'on voit éventuellement d'assez loin ce qu'on peut dire de nouveau sur les partis politiques. Enquanto seria uma ciência política um tanto quanto obsoleta quando se vê retornar ao centro a questão do país dos partidos políticos. Dans la mesure où il s'agit effectivement d'un objet, pourrait-on dire, infini, puisque il y a des partis politiques, on peut éventuellement les retrouver dès le 19e siècle, dans 200 pays au monde. Cela fait effectivement donc la possibilité de faire des milliers, des dizaines de milliers de thèses de doctorat. Ou seja, é assunto que seria infinito, se contam, desde o final do século XIX, falou-se infinitamente nessa questão, que está presente em mais de 200 países, ou seja, seria possível escrever milhões e milhões de teses de doutorado somente a esse respeito. Et puis, dernier point introductif, c'est que pour certains, éventuellement, même les partis politiques ne sont pas un objet de sociologie. E outro ponto importante também desse debate seria o fato de que o partido político não é, para muitos, objeto importante de sociologie. Et effectivement, nous avons des débats avec certains de mes collègues les plus jeunes en France sur l'idée que ce serait quasiment un espèce d'objet trouvé, non pas un objet construit. E nós temos certo número de discussões com colegas, especialmente mais jovens na França, que diriam que os partidos políticos são uma espécie de objeto encontrado atualmente, uma espécie de herança, e não algo de construído. Et en quelque sorte, bon, que les partis politiques seraient éventuellement un terrain, mais qui ne pourrait pas être un terrain isolé en tant que tel. Que dizem que os partidos políticos são certamente terreno, mas que não poderiam ser considerados terreno a ser estudado, trabalhado isoladamente nessa condição. Et que l'on pourrait éventuellement donc choisir ces terrains pour poser des problèmes plus larges. E que nós deveríamos então escolher esses terrenos para levantarmos questões mais profundas. Et notamment, par exemple, on pourrait éventuellement, et d'ailleurs je me demande, les deux démarches ne sont pas à mon sens antithétiques. Elles sont au contraire complémentaires. Na minha opinião, essas duas abordagens não são opostas, ao contrário, são complementares. Mais
trouver éventuellement donc, dans les partis politiques des terrains pour travailler sur la division du travail politique. Encontrar nos partidos políticos, então, campo onde pensar na divisão do trabalho político, pour travailler sur le militantisme, o militantismo, pour travailler sur la sélection des professionnels de la politique, a seleção dos profissionais da pour política, travailler sur les ressources politiques. para trabalhar sobre os recursos políticos. Vous voyez qu'effectivement, donc, les partis politiques sont, je pense, à la fois un objet en eux-mêmes, mais également un terrain sur lequel donc, on peut travailler pour poser des problèmes de manière comparative avec d'autres formes d'organisation politique. Como vocês podem ver, o partido político é certamente um objeto em si, mas também um terreno onde se podem estudar outras formas comparativas de instituições políticas. Alors, je vais essayer de résumer en quelques dizaines de minutes Vou tentar resumir em mais ou menos uns 10 minutos ce qui correspond là aussi à mes objets de recherche privilégiés, o que corresponde a dos meus principais objetos de pesquisa, puisqu'il y a quelques années maintenant j'ai fait ma thèse sur ce genre de sujet. pois há poucos anos eu escrevi minha tese sobre assunto desta natureza. Et puis également parce que j'ai fait paraître, donc maintenant il y a une quinzaine d'années, donc un petit ouvrage qui est même un condensé dans une série donc, de manuels donc, français qui s'appelle Les partis politiques tout simplement. E também porque escrevi há uns 15 anos um livro que aparece condensadamente numa espécie de manual sobre os partidos políticos na França, obra que tem por título simplesmente Os Partidos Políticos. Alors effectivement ce manuel n'en est pas un parce que, en règle générale, dans cette question que sais-je, c'est un peu le point sur une question. Justamente, eu diria que isso aqui não é exatamente um manual, porque, como todas as obras publicadas na coleção Que sais-je, cuja tradução, o título dessa coleção na França é Que sei eu, quer dizer, seria uma espécie de informação condensada sobre diferentes assuntos, não é? E o objetivo dessa coleção é levantar os problemas, levantar questões. Alors que je l'ai plutôt transformé justement en un ouvrage de type un peu programmatique qui posait un certain nombre de questions et qui devait s'appeler Sociologie des partis politiques, ce que l'éditeur a refusé. Essa obra, que deveria ser mais uma obra prática sobre o assunto, tinha por título inicial a Sociologia dos Partidos Políticos, título que o editor recusou. Et je suis un peu honteux parce que vraisemblablement, j'ai l'impression que beaucoup de lecteurs, puisqu'il a été diffusé en France à plus de 20 000 exemplaires maintenant, ont dû acheter cela pour être informés des différents partis français et certainement pas pour avoir justement un programme de recherche sur la sociologie des partis politiques. Eu fico um pouquinho envergonhado, porque certamente o grande número de leitores na França, essa obra foi publicada em mais de 20 mil exemplares, compraram certamente este livro pensando em se informarem quanto aos partidos políticos na França e não para uma reflexão sociológica sobre a questão do tema. Bien. Alors, si ça vous intéresse, cet ouvrage donc, va paraître non pas en portugais, peut-être un peu plus tard. En tout cas, il va avoir une édition espagnole dans quelques semaines, puisque j'ai refait pour donc, des lecteurs de langue espagnole une édition spéciale. Para aqueles que se interessarem, esse livro vai sair numa edição em espanhol em poucas semanas, porque justamente ele foi adaptado recentemente para que pessoas que lessem em língua espanhola pudessem ter acesso a esse livro. Em português, certamente tardará um pouco mais, talvez até venha a ser publicado na sua língua. Donc l'édition espagnole est finalement la plus complète, puisque j'ai ajouté un certain nombre d'encadrés, et puis également j'ai rétabli une introduction donc mise à jour à la fin de 2003. E no final de 2013, essa obra foi então ampliada com a inclusão de Sérgio Quadros e de uma introdução um pouco mais completa, e ela então, na sua versão espanhola, estará um pouco mais completa do que na versão francesa. Donc je voudrais, si vous voulez bien, dans ce séminaire qui va être vraiment compressé, parce que c'est l'objet d'un séminaire que je fais en doctorat en France, mais là je dispose de 30 heures, et Elgio et Collagine m'ont donné ici 3 heures. Donc vous voyez que ça veut dire que je vais faire de la compression de compression.
Bom, neste seminário, que vai ser certamente um pouquinho condensado, até porque, embora se trate de um seminário que eu mesmo estou conduzindo na França atualmente, lá eu disponho de 30 horas, e aqui os colegas me deram apenas 3 horas, eu seria obrigado a comprimir um pouquinho o programa. Voilà. Alors, je voudrais, si vous voulez, raisonner en 3 points. D'une part, revenir sur les questions de définition des partis politiques. Eu gostaria de resumir então esse trabalho em 3 pontos. Em primeiro lugar, a definição dos partidos políticos. En deuxième point, ce que je peux appeler justement par un clin d'œil les partis pris méthodologiques de la démarche que j'ai et que d'autres avec moi effectivement mènent en France sur ce problème. Um outro ponto seria a metodologia de que a que cada um se mostra ligado ao abordar essa questão, entende, tanto de minha parte quanto de meus colegas. En insistant notamment sur un certain nombre d'acquis et en vous citant là aussi pour mettre à votre disposition des travaux qui ont pu être faits en France, dont certains sont déjà connus et utilisés ici, comme j'ai pu le voir donc ce matin dans le séminaire de doctorants. Mostrando a vocês, então, aquilo que já se conquistou neste campo e também indicando um certo número de obras, algumas das quais já vi que vocês conhecem aqui, até porque as vi hoje de manhã no encontro com alguns colegas e alunos aqui do Instituto. Et puis, je voudrais revenir en dernier lieu sur ce qu'on peut appeler les angles morts de la recherche, les chantiers en cours. Il y a effectivement 5 ou 6 points sur lesquels il y a des problèmes qui ne sont pas encore du tout résolus, sur lesquels il y a des recherches en cours qui vont être mises en œuvre justement sur la question des partis politiques. E finalmente gostaria de chegar a um último ponto que seria canteiro de obras no que tange aos partidos políticos, ou seja, as pesquisas que não estão terminadas, que ainda estão sendo realizadas, que não chegaram ainda à sua conclusão no campo dos partidos políticos. Et alors, je voudrais revenir d'abord sur un problème de définition. Em primeiro lugar, eu gostaria então de tratar da questão da definição. Alors, bien entendu, nous en avons parlé déjà lundi, on pourrait multiplier les préalables et ne donner aucune définition possible. Effectivement, mais ce n'est pas ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'essayer simplement de complexifier les choses et de vous montrer de quelle manière, effectivement, on a tous dans la tête, plus ou moins, une espèce de prédéfinition des partis politiques. Na realidade, nós já falamos desse assunto na segunda-feira e, como nós vimos aqui, seria possível nós ficarmos longamente nos preâmbulos desse assunto sem chegar a qualquer definição. Na realidade, não é essa a minha intenção. Eu gostaria de complexizar um pouquinho o assunto e de levantar a discussão da questão dos partidos políticos junto com vocês. Alors, je crois effectivement, même s'il y a des échanges internationaux, si nous lisons, nous Français, la littérature en espagnol, en portugais, en anglais. Penso que se mesmo que haja grandes, digamos, trocas, intercâmbio de ideias a nível internacional, nós franceses, por exemplo, lemos textos em outras línguas, espanhol, inglês, português, isso acontece também em outros lugares. Il y a malgré tout, je pense, des traditions nationales d'analyse. Existem ainda tradições nacionais de análise. Qui tiennent d'une part au fait que nous n'avons pas les mêmes partis politiques sous les yeux, et ça c'est important au quotidien. Que tem por motivo, entre outras coisas, o fato de nós não termos os mesmos partidos políticos, e isso tem uma importância muito grande no cotidiano. Et que je crois que, pour reprendre les théories de sciences de la communication, bien souvent les définisseurs primaires, ceux qui définissent d'abord les choses, sont bien souvent des journalistes. E muito para tomar digamos, o jargão da ciência das comunicações, muitas vezes os definidores dos novos assuntos são justamente os jornalistas. Et donc, bien entendu, si vous voulez, les questions qu'on se pose ne vont pas être les mêmes si l'on a en face de soi soit le système partisan brésilien, soit le système partisan américain, soit le système partisan français. É claro que então as perguntas que nós poderemos levantar quanto ao assunto serão diferentes se nós tivermos diante de nós o sistema de partidos do Brasil, dos Estados Unidos ou da França. Et donc, comme je vous l'ai dit lundi dernier, je pense qu'effectivement, la première chose, pourrait-on dire, lorsqu'on construit un objet, c'est de savoir quel objet on reçoit, c'est-à-dire dans quelle tradition, justement, à la fois politique et scientifique, cet objet a été construit et a déjà été défini. Bom, ponto importantíssimo que eu já havia levantado na segunda-feira é tentar entender a definição política e científica desse objeto quando nós nos propomos estudar. Et donc, je dirais simplement, il faudrait que je reste beaucoup plus longtemps sur ce point, mais disons que ce qui a beaucoup marqué
les historiens et les politistes français. O que marcou muito os políticos e os cientistas políticos franceses, C'est le livre de historiadores e os cientistas políticos na França, c'est le livre de Duverger de 1951. é o livro de Duverger de 1951. Et donc d'une certaine manière, nous avons été les élèves de Duverger, nous l'avons connu en cours, nous l'avons lu, et nous avons dû en quelque sorte produire à la fois une définition des partis politiques qui s'appuyait sur son travail, mais également en nous rebellant contre ce travail. Nós, então, que conhecemos Duverger, que fomos seus alunos, que estudamos com ele, que estivemos em sua aula, nos baseamos em suas obras para definirmos o que eram os partidos políticos, mas terminamos por nos rebelar contra as ideias originais do autor. Dans la mesure où justement le travail de Duverger est lié aussi à un moment de la science politique française dans lequel elle est très peu sociologisée encore. Na medida em que o trabalho de Duverger está ligado a um momento da ciência, da história da França, ainda muito, da ciência política na França, que ainda está, naquela fase, muito pouco politizada. Et lorsque vous regardez la bibliographie de Duverger, vous vous apercevez qu'il n'a pas lu Max Weber, par exemple. E quando se lê a bibliografia de Duverger, se vê, por exemplo, que ele não leu Max Weber, que nós todos lemos. Et l'essentiel de son information passée sur les partis politiques, c'est l'ouvrage de Roberto Michels, Les partis politiques de 1911. Então, a base, digamos, o livro mais importante do ponto de vista bibliográfico da obra desse autor é o livro de Roberto Michels, de 1911. Et alors je crois également la deuxième chose qu'il faut avoir en tête et qui serait intéressant de vérifier également au niveau international, A segunda coisa que nós deveríamos ter na cabeça, que é importante verificarmos a nível internacional, c'est justement que Duverger écrit à un moment, excusez-moi de me répéter, mais à un moment où justement il y a en France un modèle de parti politique. é justamente o fato de Duverger escrever no momento em que na França existia modelo de partido político. C'est-à-dire le Parti communiste français, É do Partido Comunista Francês, qui est le parti le plus organisé à la fois dans les années 1950, que é o partido mais organizado, que era o partido mais organizado ao mesmo tempo na época de 1950 et de toute l'histoire d'ailleurs des partis politiques en France. e em toda a história dos partidos políticos na França. Donc pourrait-on dire qu'il y a une espèce de définition en creux, le vrai parti politique, celui qui en quelque sorte est le cœur de la définition de Duverger, c'est indirectement le Parti communiste français. Ou seja, existe implicitamente modelo na obra de Duverger que é o Partido Comunista Francês. Alors, il faudrait faire, si on avait le temps également, donc l'étude des conditions de production des différentes définitions de partis politiques à la fois aux États-Unis et en Europe. Seria importante, então, nós estudarmos as diferentes condições das definições de partido político, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Bon. Et notamment les problèmes que l'on se pose en France ne sont pas forcément les mêmes problèmes que se posent les politistes américains ou que se posent les politistes européens. E os problemas que nós levantamos na França não são obrigatoriamente os problemas levantados pelos cientistas políticos americanos ou mesmo europeus, lato sensu. Disons effectivement que les politologues américains posent la question, notamment, j'y reviendrai, des partis politiques comme d'entreprises politiques au sens quasiment économique du terme, notamment des gens comme Jay ou comme Aldrich, par exemple. Os americanos, por exemplo, levantam a questão do partido político como uma empresa econômica política. Esse assunto a que retornarei posteriormente. Alors que d'un autre côté, le mainstream européen est encore directement lié à la théorie des clivages, notamment de Lipset et Rockham, puisque vous savez que le travail de Lipset et Rockham date de 1966, et qu'ensuite il y a eu un colloque qui s'est tenu en 1996, et donc sur Revisited, on revisite donc la question des clivages. Donc il y a tout un débat autour justement de la thèse de Rockham, est-ce qu'elle est toujours valable ou non? En segmentant. Bien. Alors donc, disons que par rapport justement aux États-Unis, digamos então que em relação aos Estados Unidos, on domine donc disons assez largement une vision du parti politique comme entreprise quasiment économique. Onde existe essa visão ampla do partido político como uma empresa praticamente
econômica. Disons qu'en Europe, dans le mainstream européen, No mainstream europeu, il y a essentiellement une domination donc, de la théorie des clivages de Rockham et Lipset. existe então uma predominância da teoria das clivagens de Rockham e Lipset, Avec à la fois donc, une interrogation historique sur la validité donc, de l'approche de la Rockham et Lipset pour l'histoire européenne, com uma visão digamos, com permeadas pela visão desses autores sobre a realidade atual europeia, et puis également sur la validité actuelle de la thèse de Rockham et Lipset, à savoir est-ce que les partis politiques sont toujours l'expression de clivages sociaux. E também a visão atual da tese de Rockham e Lipset, que seria saber se os partidos políticos encontram-se ainda na clivagem de clivages sociaux. Das clivagens sociais. Et notamment, il y a ce drôle de terme, dont en anglais c'est déjà pas très joli, mais en français c'est encore pire. Existe esse termo que em inglês já não é bonito, mas que em francês é pior ainda. La décongélation des clivages. O descongelamento das clivagens. C'est aussi la même chose en portugais, j'ai l'impression, c'est décongélation. Em português, pelo que vejo, exatamente a mesma coisa, o descongelamento. Voilà. Bon, alors on pourra revenir éventuellement sur ces débats. Disons que là, je vais plus me centrer, si vous voulez, sur donc les expériences françaises, qui, comme je vous l'ai dit, vamos então retornar à discussão, centrando-nos na realidade francesa, como eu havia dito anteriormente. Sont à la fois, donc, bien entendu, liés aux courants internationaux de recherche, em que estão ao mesmo tempo ligadas à corrente internacional de pesquisas, mais qui ont également une spécificité, puisque d'une part, nous avons une histoire des partis différente de celle des autres, mas que tem também uma especificidade, em primeiro lugar, porque nós temos uma história dos partidos diferente das outras, et parce que, comme je vous l'ai dit donc lundi dernier, nous avons vraisemblablement une science politique beaucoup plus sociologisée, voire anthropologisée que la science politique européenne ou la science politique américaine. E porque nós temos uma ciência política, como eu havia dito na segunda-feira, muito mais sociologizada do que acontece nos Estados Unidos ou mesmo na Europa em geral. Ce qui fait que, sauf ici, parce qu'effectivement ici j'ai trouvé des interlocuteurs, et dans beaucoup de pays, je suis beaucoup plus à l'aise avec des historiens ou des sociologues qu'avec des gens de sciences politiques. E por esse motivo mesmo, em muitos países, eu acabo me sentindo muito mais à vontade com sociólogos ou historiadores do que especificamente com cientistas políticos. Aqui, por exemplo, eu me senti muito bem. Donc je pense qu'il y a une spécificité gaucho aussi de ce point de vue-là. Eu acho que então existe uma especificidade gaúcha nesse campo. Bien, alors ceci étant, donc, pour revenir sur la définition des partis politiques, Para voltarmos então à definição dos partidos políticos, disons historiquement, le terme de parti au sens moderne du terme, digamos que historicamente o sentido da palavra partido, no sentido moderno da expressão, disons, apparaît dans la plupart des pays européens aparece na maioria dos países europeus dans les années 1850-1880 en gros. entre os anos de 1850 e 1880. Je n'ai pas beaucoup ce terme moderne, mais en règle générale, lorsqu'on a en tête, pas forcément d'ailleurs au Brésil, mais lorsqu'on a en tête en Europe ou aux États-Unis l'idée de parti politique, eu não gosto muito da palavra moderno, mas não só no Brasil, mas também na Europa e nos Estados Unidos, quando se tem na cabeça a ideia de partido político, on a en tête l'idée d'organisation. nós pensamos em organização. C'est-à-dire que notamment, on s'aperçoit, alors il y a eu des études donc sémantiques qui ont été faites pour la France. É uma série de estudos semânticos que foram realizados a esse respeito para a França. Et on s'aperçoit que le passage donc d'une définition à l'autre du parti politique se situe très précisément dans la presse et dans les discours aux alentours des années 1865-1870 en France. E a gente tem então que a noção de partido político vai surgir exatamente nos discursos políticos e na imprensa em mais ou menos 1850, 1860, no caso da França. Et notamment, c'est à ce moment-là qu'il y a une distinction que l'on commence à faire et qui est plus facile justement à rendre en italien
entre justement le terme italien il partito et la parte. E aí vai começar a aparecer uma distinção que é mais clara em italiano, onde se pode dizer il partito e la parte. Et donc, il partito, c'est quelque chose effectivement qui est déjà organisé, qui est, pourrait-on dire, effectivement quelque chose que l'on connaît, que l'on va connaître avec des directions, avec des militants, avec une séparation du travail et une séparation par rapport à l'extérieur. Il partito em italiano significa uma organização que tem papéis definidos, na qual já se vê uma organização e que aparece então diferenciada do que haja exteriormente a ela. Et donc se pose bien entendu le problème, qui est toujours le problème de définition. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces partis avant les partis organisations? Então, temos que levantar a pergunta: o que fazer com essa noção de partido antes do surgimento dos partidos organização? Puisque là aussi, bien souvent dans la littérature, pois muitas vezes na literatura, le parti politique est considéré comme une faction, comme une division dans l'ensemble justement national ou dans l'ensemble local. O partido político apresenta-se como uma facção, uma divisão da ideologia, uma divisão da política nacional. Et loin d'être justement des moteurs naturels du débat politique, e muito antes de serem então motores do debate político, ce sont au contraire des rassemblements d'individus qui sont considérés comme tout à fait néfastes pour l'organisation politique. Eles passam a ser então uma reunião de indivíduos totalmente nefasta para a progressão, para o progresso, para a evolução dos partidos políticos. Et donc là aussi, pour qu'on ait en quelque sorte l'idée de pluralisme de partis et l'idée d'organisation de partis, vous voyez que ça implique à la fois idéologiquement et politiquement toute une série de changements, et notamment de changements dans la définition même de ce que c'est qu'un parti politique. E para termos então uma noção de pluralismo de partidos políticos, e pluralismo das ideias que esses partidos representam, é preciso fazermos uma reflexão profunda sobre o termo partido político anteriormente. Alors, le dernier problème historique qu'on peut poser aussi, qui peut éventuellement, je pense, vous intéresser, parce que je pense que ces configurations-là existent aussi au Brésil. O último tema que podemos levantar, eu acho que é possível falarmos disso aqui também, porque essa configuração existe igualmente no Brasil. Que doit-on faire justement des partis, comme on en trouve en France au XIXe siècle, qui n'ont pas vraiment d'organisation? O que devemos fazer dos partidos, como acontece na França no caso do século XIX, partidos que não têm uma organização? Et notamment, l'un des lieux communs historiographiques, c'est que la France n'a jamais eu de parti organisé. E um dos lugares comuns, justamente do ponto de vista historiográfico, é que na França nunca houve partidos políticos organizados. Et notamment, l'une des questions se pose pour ce genre de rassemblement qu'on appelle le parti royaliste, par exemple, ou le parti républicain. E essas questões são levantadas, por exemplo, no caso de frentes como o partido monarquista e o partido republicano, por exemplo, qui n'ont pas effectivement du tout de comité central, de bureau politique, que não tem comitê central, escritórios políticos, etc. Mais qui ont des racines extrêmement importantes justement dans l'ensemble du pays et qui sont en quelque sorte sans organisation des machines électorales, ou en tous les cas pas des machines électorales, en tous les cas des rassemblements qui donnent justement des voix, qui donnent des résultats électoraux. São partidos que não têm nenhuma organização, mas que estão presentes, que se ramificam pelo país afora e que acabam pesando dentro da máquina política, dentro daquilo que leva aos resultados eleitorais. Et donc je reviendrai sur cette question lorsque je reviendrai sur les problèmes des frontières des partis politiques. Nós vamos voltar a este ponto quando falarmos nas fronteiras dos partidos políticos. Par rapport à la définition, pourrait-on dire, institutionnelle des partis politiques, je crois qu'à côté de cette définition, il faut également, je crois, voir tout ce dans quoi le parti politique est présent et tout ce qui se rattache au parti politique. Paralelamente à definição institucional do partido político, é preciso vermos tudo que se liga e tudo que se implica na noção de partido político. Donc voilà ce qui concerne la question historique du point de vue sociologique. Eis o que eu teria a dizer do ponto de vista da reflexão política. Vejamos agora do ponto de vista sociológico.
Disons que pour le contemporain, vous avez bien souvent une définition qui est une espèce de définition normative qui est répandue dans le monde entier. No caso de uma reflexão contemporânea, existe uma espécie de definição normativa que se, digamos, amplamente difundida no mundo inteiro. Et bien souvent, lorsque les organisations politiques sont définies légalement, notamment il y a un certain nombre de pays dans lesquels il y a une définition légale du parti politique. E quando as organizações políticas são definidas legalmente, je pense par exemple aux pays du nord de l'Europe, à l'Allemagne, etc., dans lesquels il y a une définition très précise du parti politique. Penso, por exemplo, no caso dos países da Europa do Norte ou na Alemanha, países onde há uma definição claríssima do que seja um partido político. Et donc c'est bien souvent la définition de 1966 de Lapalambara et Weiner qui est donnée. E normalmente é a definição de 1966, Lapalambara et Weiner. De Lapalambara et Weiner, que é dada. Je pense que vous la connaissez, c'est pas la peine de vous la rappeler. Penso que vocês a conhecem, não seria necessário. Il y a d'une part l'organisation durable. Trata-se, em primeiro lugar, de uma organização durável. Une organisation locale dans toutes les parties du territoire. Uma organização local, representada em todo o território nacional. La volonté de prendre et d'exercer le pouvoir. A vontade de tomar e exercer o poder. Et de rechercher donc ce pouvoir à travers un soutien populaire. E a busca deste poder através da sustentação popular. Par les élections ou de toute autre manière. Através das eleições ou qualquer outro modo. Alors, je ne vais pas commenter, là aussi, ça serait intéressant de commenter quasiment ligne à ligne, parce que à la fois cette définition existe et elle pose problème. Aqui seria necessário discutir um pouquinho essa definição, porque por um lado ela existe, por outro lado ela é praticamente unânime e ao mesmo tempo ela levanta uma série de problemas, ela nos confronta uma série de problemas. Et notamment, je pense qu'elle est, si vous voulez, en relation avec toute une série d'autres choses qui ne sont pas des partis politiques, mais qui peuvent être proches. E, ao mesmo tempo, eu acho que essa definição está relacionada a uma série de outras coisas estrangeiras, digamos, exteriores aos partidos políticos, mas, ao mesmo tempo, próximas a essa noção. Bien entendu, les groupes d'intérêt ou les groupes de pression. Grupos de interesse, grupos de pressão. Les églises. Igrejas. Les associations. Associações. Les entreprises économiques. Empresas econômicas. Les sectes. Seitas. Les mafias. Máfias. Les groupes terroristes. Grupos terroristas. Voire également l'État. Às vezes, propriamente, o Estado. Mais vous voyez qu'effectivement, ce ne sont pas tout cela des partis politiques, mais malgré tout, il y a constamment des liens, et on peut très très bien voir éventuellement des entreprises économiques se transformer en partis politiques, ou des groupes d'intérêt se transformer en partis politiques. Vocês veem que tudo isso que foi citado não é em si para um partido político, mas muitas vezes vemos empresas econômicas que se transformam em partido, ou seja, algum desses elementos citados que acabam, digamos, tendo uma expressão de partido político. Il peut y avoir bien entendu aussi dans le système d'action des partis politiques des liens plus ou moins forts et plus ou moins secrets avec ce type d'organisation. E nas próprias ações dos partidos políticos pode haver laços mais ou menos evidentes, mais ou menos secretos com estes tipos de organizações. Wauquiez a bien vu parler éventuellement pour l'Amérique latine des partis militaires, justement. Exatamente no caso da América Latina, ouvimos falar muitas vezes dos partidos militares. Effectivement, ce ne sont pas des partis politiques au sens où éventuellement le PT est un parti politique, mais c'est une forme de regroupement spécifique qui peut avoir également donc, une action tout à fait importante sur l'appareil d'État. Não são partidos políticos, assim como poderíamos dizer do PT aqui no Brasil, mas são chamados partidos políticos e têm toda uma série de consequências sobre o aparelho de Estado. Bien, alors, si vous voulez, avant de passer au deuxième point, à savoir donc, ce qu'on peut appeler des partis pris méthodologiques, je voudrais lever une ambiguïté. Então, antes de passarmos ao segundo ponto, ou seja, a preferência por determinadas metodologias, eu gostaria de levantar uma questão que é fonte de ambiguidades. Et donc, disons que pour étudier les partis politiques, je prendrais une métaphore photographique. E para estudar os partidos políticos, eu então utilizaria uma metáfora fotográfica. Et donc vous avez effectivement la possibilité de régler votre focale. Soit vous allez prendre
un grand angle, soit vous allez prendre au contraire une vue microscopique. Vocês têm a possibilidade para fazer uma fotografia de usarem a objetiva, seja para fazer uma fotografia de ângulo aberto, seja para fazer uma fotografia praticamente microscópica. Et de la même manière que lundi dernier, je parlais de l'opposition entre socio-histoire et sociologie historique. E assim como eu falava segunda-feira da diferença entre sócio-história e sociologia, entre sócio-história e sociologia histórica. Vous n'avez pas les mêmes objets selon que vous faites de la macro-sociologie comparative. Vocês não terão os elementos se estiverem fazendo uma macro-sociologia comparativa. Ou selon que vous travaillez sur archives. Ou trabalhando em arquivos. Alors je pense que je vais faire un petit résumé donc là au tableau. Eu vou fazer um pequeno resumo para vocês então do quadro negro. Bien. Disons que disons que vous avez en gros, si vous voulez, deux manières d'étudier les partis politiques. J'essaierai de vous traduire ça et je vous le donnerai le lundi prochain parce que je l'ai fait en français, je ne l'ai pas traduit encore en portugais. Eu vou entregar a vocês esse material. Ele está redigido em francês, na segunda-feira ele estará já traduzido para o português. Mas existem então duas maneiras de abordarmos a questão do partido político. Soit vous prenez donc le parti comme une entité, comme un acteur à lui tout seul. Ou vocês tomam o partido como uma entidade, como um ator por si mesmo. Effectivement, le problème se pose en sociologie comme ailleurs. Quelles sont les unités d'analyse? Est-ce que des collectifs peuvent être des acteurs? Bom, e aí a questão, digamos, o questionamento é o mesmo que na sociologia. Será que coletividades podem ser tomadas por atores? Et donc, souvenez-vous, l'une des sociologies qui prenait le plus, pourrait-on dire, d'acteurs collectifs, c'était la sociologie marxiste. Bom, e uma das sociologias que mais tomavam o coletivo por ator social era justamente a sociologia marxista. Puisque la sociologie marxiste faisait parler des classes sociales. Justamente porque essa sociologia falava de classes sociais. Les faisait agir. Fazia com que essas classes agissem, mobilizavam. La bourgeoisie pense que. A burguesia pensa que. La classe ouvrière dit que. A classe operária diz que. Et donc, l'un des problèmes, c'est qui est la bourgeoisie, qui est la classe ouvrière. E o problema que se levanta é quem é a burguesia e quem é a classe operária. Et vous voyez bien entendu que c'est un problème à la fois sociologique et un problème politique. E vocês veem então que o problema é ao mesmo tempo sociológico e político. Et donc, bien entendu, nous sommes tous obligés, à un moment donné, de faire parler les partis politiques. Ça, même quand on essaie de ne pas les faire parler, on est obligé. E vocês veem que em determinados momentos nós vamos acabar sendo sempre obrigados a fazer falar, a dar a palavra aos partidos políticos, por menos que às vezes que queiramos fazer. De la même manière que lorsque vous travaillez sur les relations internationales, vous faites parler les États. Quando Le você Brésil trabalha, por pense que, exemplo, la France dit que. quando se trabalha em En relations internationales. quando se trabalha, por exemplo, em relações internacionais, é preciso dizermos que os Estados dizem que, o Brasil diz que, a França diz que. Et donc, là, vous n'avez pas le temps de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la boîte noire, aller visiter ce qui se passe et d'essayer de rendre compte qu'est-ce que ça veut dire dans les relations internationales. Le Brésil pense que. Quels sont les éléments qui sont au cœur de la définition de la politique internationale du Brésil. E vocês veem que nesse momento nós não temos como ir ao fundo da caixa preta desse assunto, dizer o que é o Brasil, quais são as ideias que quando dizemos o Brasil nós estamos evocando. Donc vous voyez qu'on est tous obligés de faire ça, et que ce soit les journalistes, que ce soit les hommes politiques, ou que ce soit les sociologues. E vocês veem que todos então são obrigados a fazer isso, sejamos trate-se dos historiadores, dos homens políticos ou dos sociólogos. Donc disons que dans le cadre de l'analyse des partis comme des entités, comme des acteurs collectifs, no âmbito da análise dos partidos, então, como entidades ou como atores coletivos, vous avez le choix en gros entre 5 pistes. E vocês têm a escolha, digamos, a grosso modo falando, entre 5 pistas a seguir. Alors, la première, c'est celle que
nous avons dans les conversations quotidiennes. Quand je parle avec Cocolagine, quand je parle avec toi, quand je parle avec Enjo, on parle du parti du PT, on parle... Voilà, on est allé faire le marché l'autre jour, hein, donc j'ai ramené le matériel électoral, donc on parle du PT ou du PMDB, du parti... Je l'ai vu donc également les femmes du Parti populaire, bon, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, je suis allé faire mon marché, donc on parle en général du parti politique comme un tout. Em primeiro lugar, aquela noção de partido político aparece nas conversas, quando eu falo com tal ou qual colega sobre o PT, quando eu vou ao mercado público e pego material eleitoral sobre esse partido, quando tem documento sobre as mulheres no poder, outras coisas mais, ou seja, essa noção comum da conversa, do oral, é uma das pistas a seguir. Vous voyez, c'est une espèce d'image générale, le parti travailliste, du Parti du Travail, etc. Et donc, c'est ce que les Anglais appellent, avec une expression française... É o que os ingleses chamam, com uma expressão francesa, frisa bem a conferencista. Alors, je vais essayer de le prononcer en anglais, le parti tout court. Ele pronuncia, então, em inglês, le parti tout court. Ou seja, simplesmente o partido. Ou seja, o partido simplesmente. Vous trouvez ça notamment dans les textes de Katz et Maire pour essayer donc d'arriver à cette définition de ce que c'est qu'une organisation politique, donc parti tout court. On essaye de donner une espèce d'image générale. Isso quando se tenta dar uma espécie de imagem geral do que seja partido político na essência da sua organização, ou seja, partido simplesmente. Alors ça, c'est une des pistes qui bien souvent est prise, pourrait-on dire, de manière naturelle, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose sans réflexion sociologique que l'on fait tous les jours, que l'on voit tous les jours dans la presse, etc. Ou seja, é uma espécie de pista que se toma naturalmente, que se segue naturalmente, baseada nas informações que obtemos através da imprensa e através das conversas cotidianas, e isso diariamente. Alors les autres sont plus ou moins anciennes ou plus ou moins récentes. As outras são um pouco mais antigas, são um pouco mais modernas. Disons, bien entendu, vous pouvez également aborder les partis par leurs idéologies. Ou seja, vocês podem abordar os partidos por suas ideologias. Par le classement dans une famille politique. Por sua classificação em determinada família política. Et entendu là aussi, je le rappelle, hein, que ce n'est parfois pas facile parce que les familles politiques parlent aussi et donc il y a également des enjeux pour localiser telle ou telle, notamment famille, et pour mettre tel ou tel parti dans telle ou telle famille. E vocês veem que aqui nós estamos confrontados novamente ao mesmo problema, porque quando falamos de uma família política, nós temos também de defini-la, nós temos também de definir quais são as suas ideias, nós temos também de explicar por que colocamos tal ou qual partido em tal ou qual família. Je vous rappelais lundi justement les problèmes liés à la présence du Front National dans l'espace politique français. Eu havia levantado na segunda-feira os problemas que são os problemas provocados pelo Front National, Frente Nacional, na política atual française. Et donc là aussi avec les problèmes de dénomination, est-ce que c'est un fascisme, est-ce que c'est un national-populisme, est-ce que c'est un populisme, est-ce que c'est l'extrême droite? Uma série de problemas de definição, um país fascista, um país neofascista, um país de extrema-direita, um país populista, um país nacional populista, etc. Il y a effectivement le choix. etc. Ou seja, nós poderíamos escolher uma definição. Alors, je reviendrai sur ce problème, sur les problèmes justement de l'approche par l'idéologie. Eu vou voltar a essa questão, que seria a abordagem pela ideologia. Qui à la fois me paraît tout à fait importante, que ao mesmo tempo me parece fundamental, mais qui, à mon sens, ne doit pas être isolée d'une sociologie des partis politiques. Mas que, na minha opinião, não pode ser isolada de uma sociologia dos partidos políticos. Et c'est bien souvent l'une des choses les plus difficiles à faire. E muitas vezes trata-se de uma das coisas mais difíceis de fazer. Généralement, on fait une première partie, la morphologie du parti, et la deuxième partie, c'est l'idéologie du parti. Em primeiro lugar, se faz uma parte inicial do trabalho que seria a morfologia do partido e em seguida pensamos na ideologia do partido. Et donc l'une des choses les plus difficiles, c'est d'arriver à lier les deux, d'arriver à comprendre également ce que sont les prises de position donc, des individus par rapport justement donc, aux positions qu'ils occupent dans l'espace social.
E isso justamente, fazendo a união entre esses dois pontos, é uma das coisas mais difíceis a fazer, e também definir a ação desses diferentes indivíduos na condição de atores sociais. Alors, deuxième mode d'approche générale, là aussi, qui est très ancien. La première définition, c'est les définitions du 19e siècle, de Benjamin Constant et même de Burke. Bom, outro tipo de abordagem, porque as primeiras já são bastante antigas, datam do século XIX, vem de Benjamin Constant, Burke, do século XVIII. Et donc c'était la définition du parti comme porteur d'un projet politique, comme l'expression d'une tendance politique, d'un courant politique dans la société. E que era a expressão, que era a definição do partido político como a expressão de uma corrente, de uma ideologia, de um pensamento dentro da sociedade. Alors, deuxième, pourrait-on dire, vieille approche des partis politiques, c'est les partis politiques comme porteurs de fonctions. Segunda antiga abordagem dos partidos políticos seria a abordagem segundo a qual os partidos seriam detentores de determinadas funções. Et donc, bien entendu, la manière d'aborder les partis politiques qui a été dominante d'ailleurs dans la sociologie des partis politiques, disons des années 1940 aux années 1970, ça a été l'approche fonctionnaliste. E justamente a abordagem funcionalista foi, entre os anos de 1940 e 1980, extremamente, digamos, presente na cena política. Bon, là, je vais pas revenir, je pense que vous connaissez effectivement ces types d'approches. Eu não vou retornar a esse assunto, porque imagino que vocês conheçam suficientemente esse tipo de abordagem. Qui bien souvent se sont transformées en études, pourrait-on dire, très descriptives de l'ensemble des missions d'un parti politique. Que muitas vezes se transformaram numa espécie de descrição extremamente detalhada do que seriam as missões de um partido político. Par exemple, lorsqu'on décrit un parti politique qui est dans l'opposition et on dit qu'il remplit une fonction d'opposition. Quando se descreve um partido que está na oposição e que dizemos que ele preenche uma função de oposição. Je ne pense pas qu'on ait fait tellement avancer la sociologie politique en parlant de fonction d'opposition. Não me parece que nós façamos avançar a ciência política falando de função de oposição. Non. Il y a une partie justement des partisans de l'approche fonctionnaliste qui se sont reconvertis, notamment dans l'approche en termes de linkage, donc de lien existant entre les partis politiques et la population. Existe então, houve a conversão de antigos adeptos da corrente funcionalista na corrente de linkage, que seria a ligação entre esses partidos justamente com a sociedade. Je pense par exemple justement aux travaux de Kay Lawson justement sur le party linkage. Eu penso, por exemplo, nos trabalhos de Kay Lawson. De Kay Lawson, qui est une américaine uma americana. Voilà, qui vont à développer donc cette idée de party linkage. Je le laisse de côté, c'était juste un rappel. Esta noção de partido linkage, que seria, mas isso é apenas uma alusão que faço ao tema, não vou entrar detalhadamente no assunto. Alors, autre type d'approche, bien entendu, qui est très très largement dominante. Outro tipo de abordagem que é extremamente dominante, notamment en Europe, c'est l'approche par les clivages. Especialmente na Europa, é a abordagem pelas clivagens. C'est-à-dire que les partis politiques sont donnés comme, justement, de manière à la fois nationale et internationale, comme la production et la stabilisation donc, de clivages sociaux. Os partidos são apresentados como a produção e a estabilização das clivagens sociais, então, nessa visão. Vous avez effectivement reconnu là l'approche de Rockham, de Lipset et de toute une partie de la science politique européenne. Vocês que reconheceram a definição de Rockham, de Lipset e de toda uma série de autores, tanto americanos quanto europeus. Bon. Et donc, bien entendu, le problème, c'est une sociologie qui est au départ influencée par Marx. Trata-se de uma sociologia inicialmente influenciada por Marx. Puisque effectivement, il s'agit du développement donc, de la théorie des clivages chez Marx, où il y a un seul clivage, alors que chez Rockham, il y en a 4. E que seria o desenvolvimento da teoria das clivagens de Marx, onde há apenas uma clivagem, enquanto na obra de Rockham existem 4. Le problème est de savoir quel est le degré d'universalité justement de ces théories.
O problema é, então, sabermos o grau de universalidade destas diferentes teorias. Alors, je vous rappelle que Rocan était norvégien. Eu gostaria de lembrar que Rocan era norueguês. Et ça marche très très bien en Europe du Nord. Hein. Voilà, c'est parfait en Europe du Nord depuis le début du XXe siècle. E se tratando da Europa do Norte, essa definição é perfeita. Alors, se nós pensarmos nessa região, a partir do início do século XX, vous avez ce qu'on appelle les partis bourgeois d'un côté, nós temos, por um lado, os partidos burgueses, conservateurs et libéraux, os partidos conservador e liberal, les partis ouvriers de l'autre côté, partidos operários, pelo outro lado. Vous avez également au milieu un parti agraire. No meio, vocês têm o partido agrário. Pourrait-on dire, là, il y a des clivages qui marchent véritablement très très bien avec des partis politiques. E aí, então, vocês vão encontrar nessa sociedade clivagens que funcionam e que combinam perfeitamente com essa noção de partidos políticos. Alors, je ne sais pas si vous arriveriez avec les clivages Rocan-Lipset à décrire le système partidaire brésilien. Não sei se seria possível, através das ideias de Rocan e de Lipset, descrevermos o sistema partidário do Brasil. Je pense que la clé ne marcherait pas entièrement. Acho que a chave não funcionaria tão bem na fechadura. Voilà. Bien. Enfin, en dernier lieu, dernière manière d'aborder les partis comme entités. A última forma, então, de abordarmos os partidos como entidades, c'est simplement là aussi la transposition de l'individualisme méthodologique. Seria a transposição do individualismo metodológico, eh bien, dans la sociologie des partis politiques. Para a sociologia dos partidos políticos. Je ne vais pas revenir sur ce courant que je pense que vous connaissez aussi. Eu não vou retornar a essa corrente, que penso que todos aqui conhecem também. Rational Choice Theory. Rational Choice Theory du choix rationnel. A teoria da escolha racional. Que l'on voit, qui a pour origine, bien entendu, les travaux de Dawes dans les années 50, d'Olson dans les années 60. Que tem por base os trabalhos de Dawes nos anos 50, de Olson nos anos 50, nos anos 60. Des années 60, oui. Bon, et qui donc va représenter essentiellement donc, le parti politique comme des entreprises tendant à se concurrencer sur un marché politique. E que vão então apresentar os partidos políticos como empresas com tendência a fazerem-se mutuamente concorrência no plano político. Alors, vous voyez que là on est dans des approches très générales, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le parti. Ce qui est intéressant, c'est essentiellement donc le parti comme une unité. Aqui estamos em face a abordagens bastante gerais, quer dizer, estamos falando do partido como de forma muito geral, como uma entidade. Alors si on prend une position qu'on pourrait qualifier de weberienne. Se tomarmos então uma posição que poderíamos chamar de weberiana. Vous savez que Weber, pourrait-on dire, a eu de multiples interprétations. Você sabe que Weber teve muitas e múltiplas interpretações. Et à la fois chez Weber, par exemple, lorsqu'il parle de l'État, e na obra de Weber, quando ele fala do Estado, il en donne une définition générale qui est très connue, hein, cette institution qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. Ele dá uma definição de muito sucesso, aquela entidade que reivindica o monopólio da violência légitime. Et puis également, il en donne une définition qui est une définition comme relation sociale. E ele dá também uma definição que seria uma definição de relação social. Dans laquelle il va mettre justement l'accent sur, à la fois bien entendu, le cadre général de l'état de cette institution, à la fois sur l'institution. Ao mesmo tempo, no âmbito geral dessa instituição, mais également sur la manière dont les individus utilisent cette institution et la font vivre. Mas também sobre a forma como os indivíduos utilizam e dão vida a esta instituição. Et donc vous voyez, si vous rentrez dans la boîte noire des partis, vous avez un autre objet qui s'offre à vous. E vocês veem que então, se nós penetrarmos a caixa preta dos partidos, nós vamos descobrir outro objeto que se oferece a nossos olhos. Et donc vous allez vous intéresser aux relations sociales qui ont lieu dans le parti, de faire justement du parti. On verra, est-ce qu'il faut parler d'une organisation, est-ce qu'il faut parler d'une institution. En tous les cas, à ce moment-là, pénétrer véritablement dans le parti politique comme relation sociale. E aí nós vamos entender qual é a organização do partido político internamente. E que vai nos levar então a falar de uma entidade ou de uma organização, ou seja, é preciso entender o funcionamento interno das relações dentro desse partido.
Alors, de ce point de vue-là, vous avez plusieurs types d'approches également. Neste campo, vocês têm vários tipos de abordagem também. Alors, la première, qui est utilisée notamment aux États-Unis, c'est de rendre compte des partis politiques comme, si vous voulez, comme d'une espèce de trinité. Comme Dieu, il y a effectivement Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. A primeira, muito utilizada nos Estados Unidos, seria a apresentação do partido político como uma espécie de Santíssima Trindade. Et donc vous avez d'un côté le parti comme organisation, Vocês têm, por um lado, o partido, entanto que organização. vous avez d'autre part le parti donc au pouvoir, Por outro lado, o partido no poder. et puis en troisième lieu la direction du parti. E, finalmente, a direção do partido. Et il y a bien souvent à ce moment-là la métaphore religieuse, c'est comme la Sainte Trinité, c'est une personne en trois. E aí nós encontramos, então, a metáfora religiosa é a Santíssima Trindade, ou seja, 3 pessoas em uma. Alors bien souvent c'est aussi une espèce donc d'habillage pour une approche qui reste très institutionnelle. Isso muitas vezes é apenas uma roupagem dada a um tipo de abordagem que permanece extremamente institucional. Alors sinon, je ne dis pas majoritairement, mais une large partie donc, des gens qui travaillent en France sur cette question-là. Eu não diria que seria digamos, uma tendência majoritária, mas uma grande parte das pessoas que trabalham na França dentro desta tendência Vont d'abord considérer justement les partis comme des organisations. considerarão os partidos como uma espécie de organização. Effectivement, c'est la position du Verger. Du Verger s'intéresse d'abord au parti comme organisation. É exatamente a posição do autor de Verger, que se interessa pelos partidos políticos como organizações. Le seul problème est de savoir justement jusqu'à quel point on va autonomiser l'organisation par rapport au reste de la société. O único problema é definirmos até que ponto daremos autonomia a esta organização em relação ao resto da sociedade. Alors notamment, ça va peut-être faire plaisir à NGO, puisque NGO a fait sa thèse avec Georges Labo. Bom, e outro argumento que talvez vá agradar ao professor Elgio, que fez sua tese com Jacques Lavaux. Et Georges Labo a fait paraître justement en 1953, 2 ans, oui, on est quand même il a 50 ans de là, 2 ans après Du Verger, un livre qui a eu relativement peu de succès à cette époque-là. E Georges Lavaux publicou, 2 anos depois de Du Verger, livro que na época teve pouco sucesso. Et notamment sur l'idée que les partis politiques, ce n'étaient pas simplement des partis politiques, mais c'était des partis qui étaient aussi liés donc, au social. Livro que dizia que afirmava que os partidos políticos não eram simplesmente políticos, mas sim organizações ligadas ao social. Et notamment à l'heure actuelle, vous avez un certain nombre de jeunes politistes qui reviennent à Georges Labo, qui relisent Georges Labo et qui parlent donc de l'analyse sociétale des partis politiques. E atualmente existe uma grande quantidade de jovens cientistas políticos que estão atualizando Georges Labo e definindo o partido político como uma entidade societal. Alors, avant de faire une petite pause dans 5 minutes, Antes de fazer um pequeno intervalo, daqui a uns 5 minutos, je voudrais effectivement donc aborder le deuxième point que j'ai déjà commencé à aborder. eu gostaria de tratar do segundo aspecto que nós já iniciamos. C'est effectivement donc les partis pris méthodologiques qui nous ont animés. Je parle au nous parce qu'effectivement je n'ai pas été le seul dans ce mouvement. Seria o caso das preferências por determinadas metodologias que eu havia citado antes, que vão nos interessar também bastante em alguns momentos desse seminário. Alors, premier point, je le rappelais déjà tout à fait au début de cet exposé, O primeiro ponto, como eu já havia dito no início dessa palestra, c'est l'idée de désenclaver la sociologie des partis politiques. é a ideia de desenclavar a sociologia dos partidos políticos. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup des partis politiques tous les jours que ça ne peut pas être un objet de sociologie. Não é pelo fato de falarmos muito de partidos políticos diariamente que isso não pode constituir objeto sociológico. Donc ça veut dire qu'effectivement, il fallait, je crois, à la fois réhistoriciser et re-sociologiser l'étude des partis politiques. Era necessário rehistoricizar e ressociologizar a noção de partido político. Donc ça veut dire d'une part réapprendre, d'abord lire, puisque nous n'avons pas été, moi j'ai pas été élevé dans cette culture, on ne m'avait pas appris Weber, mais d'abord lire, voir et réapprendre Weber. Em primeiro lugar, devemos
aprender, devemos ler. Eu, por exemplo, não fui educado dentro dessa cultura e não havia estudado Weber, então preciso ler Weber. Alors vous verrez d'ailleurs, c'est intéressant de voir les bibliographies de nombreux collègues européens. E vocês vão ver que as bibliografias citadas por um grande número de colegas europeus, Sauf parfois chez les Allemands, et encore, Weber n'est pas forcément dans les bibliographies, justement. exceção feita aos alemães, e mesmo assim lá na Alemanha, Weber não é sempre citado nas bibliografias En sciences politiques. em ciências políticas. Bon. Pourtant, il y a effectivement un certain nombre de textes de Weber qui ne sont pas tous traduits d'ailleurs en français, ce qui pose un problème d'accès. Existem, entretanto, muitos textos de Weber, nem todos traduzidos em francês, que cria um grande problema. D'une certaine manière, lorsque je fais un cours sur les partis politiques, je dis à mes étudiants, Especialmente quando dou uma aula sobre partidos políticos, eu digo a meus alunos, commencez à lire les classiques, comecem a ler os clássicos, lisez Marx, leiam Marx, le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, o 18 Brumaire de Napoleão Bonaparte, lisez Weber, leiam Weber, le savant et le politique, o sábio político, et puis également donc des extraits d'économie et société. e também algumas partes de economia e sociedade, Lisez Michels, leiam Michelson, et puis Duverger, et puis après on parlera. e também Diverger, e depois discutiremos. Et donc effectivement, je pense que chez Weber, il y a notamment dans la conférence de 1919 sur Politik-als-Beruf, donc le métier et la vocation d'un politique, toute une série de condensés relativement clairs de la pensée weberienne sur à la fois la profession politique et également le mouvement de formation des partis politiques. Na conferência de Weber de 1919, sobre Politik-als-Beruf, c'est le métier et la vocation d'un politique. sobre o ofício e a vocação de um político, temos grandes informações, não somente sobre o partido político, mas também sobre a organização política. Donc nous avons repris le terme justement qui est... dans l'édition espagnole, on a cherché un mot, mais on a créé un néologisme, parce que je ne crois pas que ça existe en espagnol, c'est le terme de association. Parce que qui n'est pas association, mais parce que chez Weber, c'est comme ça que le terme a été traduit en français, c'est un terme plus large, justement, d'échange social, dans lequel il y a l'échange social organisé, et l'association, donc formalisée, et les autres formes, justement, d'échange pour pouvoir inclure aussi les partis politiques qui ne sont pas forcément organisés. No caso da edição espanhola, precisamos recorrer a um neologismo que seria o neologismo associação e não associação, pois a associação estaria compreendida junto com uma série de outras organizações sociais, inclusive os partidos políticos, dentro da noção de associação. Bien. Donc il y a eu d'abord un point d'appui là-dessus, et puis bien entendu, comme je vous l'ai dit lundi, ma génération a été marquée par l'œuvre de Pierre Bourdieu. Como eu lhes havia dito na segunda-feira, minha geração foi marcada pela obra de Pierre Bourdieu. Et donc, les indications qui étaient données donc, chez Pierre Bourdieu, aussi bien pour la théorie générale des champs que également du point de vue de la sociologie politique qui est contenue dans son œuvre. E as informações dadas na obra, por exemplo, a Sociologia Geral dos Campos, que está contida na sua obra. Et donc, bien entendu, l'idée de champ est une idée tout à fait importante, A tout ideia à de fait campo stimulante, é uma ideia extremamente importante e estimulante pour comprendre effectivement les partis comme des espaces, comme des champs de lutte et de force. para compreendermos os partidos como espaços, como campos de luta e de força. Et nous avons également donc repris, ce qui pose un problème sur lequel je m'expliquerai après la pause. E nós então retomamos uma ideia, o que levanta um problema que explicarei depois do intervalo. Un autre concept qui vient également de Bourdieu, mais également de Weber. Outro conceito que é também de Bourdieu, mas igualmente de Weber, c'est le concept d'entreprise. Que é o conceito de empresa. Et donc l'entreprise avec tout un vocabulaire donc, que vous trouvez chez Bourdieu, qui a fait toute une série de débats. A empresa, então, com uma série de vocábulos, com todo um vocabulário que vocês vão encontrar em Bourdieu. Puisque vous avez lié à cette idée d'entreprise, vous avez l'idée de marché. Porque já associada à ideia de empresa, nós temos a ideia de mercado.
Vous avez l'idée d'offre, offre politique, a ideia de oferta, oferta política, échange politique, trocas políticas, capitaux politiques. capitais políticos. Et puis peut-être l'une de celles qui a été le plus discutée, c'est également l'idée d'intérêt. E também, talvez uma das ideias mais discutidas, a ideia de interesse. Parce qu'effectivement, comme on le verra dans un instant, eh bien tout ce vocabulaire-là peut être éventuellement parfaitement interprété au sens de l'individualisme méthodologique. Porque todo esse vocabulário pode ser interpretado no sentido do individualismo metodológico. Alors, le terme initial donc, chez Weber, c'est le terme de Betrieb, qui veut dire entreprise, mais dans un sens qui n'est pas justement un sens économique. A palavra inicial usada por Weber é Betrieb, que significa empresa, mas não no seu sentido, na sua acepção propriamente econômica. Et donc je ne sais pas si on peut rendre ça en portugais, mais le terme, lorsqu'on parle d'entreprise économique, c'est entrepreneur. Então, quando falamos de empresa econômica, não sei se essa palavra seria perfeitamente traduzível em português, seria a palavra empreendedor. Alors que là, on essaierait plutôt de rendre compte, non pas de l'entrepreneur au sens économique, mais de celui qui entreprend, l'entreprenant. Na realidade, seria o sentido de empresário, mas como aquele que empreende, novamente, não no sentido econômico da expressão. Bien, voilà, je vais m'arrêter là pour permettre aux uns et aux autres de souffler, peut-être de fumer une petite cigarette. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui para dar a vocês um tempinho de respirar, talvez fumar um cigarrinho. Bien, alors j'en étais donc resté à la question donc, des parties pris méthodologiques et donc des différents mots qui avaient été utilisés, association, entreprise, champ. Eu havia então parado na questão das preferências por determinadas metodologias. Nós tínhamos parado um pouco nas definições de empresa, campo. Et donc, simplement petite parenthèse en ce qui concerne notamment les travaux de Pierre Bourdieu. Vous savez qu'il est mort depuis 2 ans. Retomando então um pequeno parênteses a respeito dos trabalhos de Pierre Bourdieu, você sabe que agora ele já morreu há 2 anos atrás. Et donc il y a un certain nombre d'ouvrages qui viennent de paraître, notamment l'un des derniers qui s'appelle Travailler avec Bourdieu. Há uma série de livros então que estão sendo reeditados, um deles cujo título é Trabalhando com Bourdieu. Et donc nous nous organisons avec d'autres chercheurs d'Europe justement dans 1 an à peu près à Budapest un colloque autour de justement les apports de Bourdieu à la sociologie politique. E nós estamos então organizando, junto com outros colegas europeus, para Budapeste, daqui a 1 ano, um colóquio sobre as contribuições de Bourdieu para a ciência política. Alors, en essayant aussi de mettre l'accent sur le problème des réceptions différentes de Bourdieu selon les pays. E colocando a tônica desse colóquio, especialmente na diferente recepção da obra de Bourdieu, na diferente acolhida dada à obra de Bourdieu nos diferentes países. Et notamment, déjà l'année dernière, à Berlin, en juin, nous avons eu un colloque autour justement de la question des 2 lectures, Bourdieu allemand, Bourdieu français. Já tivemos no ano passado na Alemanha um colóquio a respeito das duas leituras de Bourdieu, Bourdieu em francês ou Bourdieu em alemão. Alors c'est intéressant de voir justement que la réception est complètement différente selon les espaces intellectuels. Par exemple, le Bourdieu allemand est un Bourdieu bien souvent très très philosophe. E é interessante ver como a acolhida, como a compreensão desse autor independente, ou melhor, dependendo do espaço intelectual onde ele é estudado, tem cores absolutamente locais. Por exemplo, o Bourdieu alemão é extremamente filosófico. Et de manière assez générale, d'ailleurs, le Bourdieu de sociologue de la politique ou sociologue du politique n'est pas tellement répandu en dehors de France, du Brésil, voire éventuellement de certaines parties d'Europe. Mais sinon, Bourdieu soit est intéressant pour la sociologie de l'éducation, soit pour la philosophie, mais pas tellement justement du côté de la sociologie politique. Bourdieu, justamente, da ciência política, é extremamente conhecido na França, bastante conhecido no Brasil, talvez em algum outro país,
mas normalmente ele é considerado um autor da sociologia da educação, da filosofia e tudo mais, e não da área específica da ciência política. Par exemple, vous n'avez quasiment aucune référence à Bourdieu dans la science politique américaine. Na ciência política americana, por exemplo, não se faz praticamente nenhuma referência a Bourdieu. Les sociologues américains connaissent Bourdieu, bien entendu, c'est un des auteurs les plus cités, mais certainement pas les politistes américains. É claro que os autores americanos, os sociólogos conhecem Bourdieu, mas não é de forma nenhuma um autor citado por eles. Donc vous voyez, je crois qu'à chaque fois, il y a effectivement donc les conditions de réception par rapport justement à des champs scientifiques nationaux qui sont très très spécifiés, qu'il est intéressant aussi de connaître pour pouvoir comprendre les phénomènes donc, de réception de pays à pays. Vocês veem então a diferença da recepção de um autor em função do campo intelectual em que ele se encontra, o que provoca diferentes recepções nos diferentes países onde esse autor é. Alors, je voudrais revenir maintenant sur la question de l'entreprise. Eu gostaria de retornar então àquela questão da empresa. Alors maintenant, si vous voulez, presque 20 ans après, puisque la métaphore de l'entreprise a commencé à être développée en sciences politiques à la fin des années 70. E agora, já mais ou menos há uns 20 anos após a introdução desta metáfora da empresa em ciência política, que aconteceu no final dos anos 70. On a été effectivement plusieurs à le faire, et notamment, là, il a fait de manière très, très claire aussi, c'est Daniel Gaxi. Muitos utilizaram essa metáfora, especialmente Daniel Gaxi. Alors je crois que pour moi, c'est maintenant moins utile. C'était véritablement, je pense, un instrument de rupture. Ça permettait effectivement, je crois, par rapport à l'état justement du débat scientifique de cette époque-là, de rompre de manière assez claire avec toute une série donc, de façons de concevoir la politique et le politique. E isso atualmente é um contencioso na França, do qual eu faço parte. Eu acho que é necessário romper com essas noções no que tange a ciência da política ou a ciência do político atualmente. Et c'est donc notamment, si vous voulez, par rapport à la formation générale dont je vous parlais donc lundi dernier. Essa formação geral, como eu estava falando na segunda-feira passada para vocês. Un espèce donc d'air du temps marxiste. Uma espécie de digamos, remodernização marxista. Et donc, d'une certaine manière, là aussi, sans pour autant mettre de côté tout ce que pouvait être l'apport du marxisme, de véritablement donc mettre l'accent malgré tout sur le caractère justement d'action des individus. O importante era, sem desconsiderarmos, obviamente, todos os aportes da obra marxista, colocarmos o acento na ação, colocarmos a tônica na ação do indivíduo. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a un certain nombre, notamment les plus jeunes collègues, la génération que nous avons formée, a geração de colegas que nós próprios formamos, a intégré Bourdieu, comme je vous le disais, mais n'utilise pas forcément ce même vocabulaire. C'est-à-dire que le vocabulaire de champ, d'entreprise, d'offre est beaucoup plus un vocabulaire de ma génération qu'un vocabulaire justement de la génération que nous avons formée. Eles integraram, obviamente, a obra de Bourdieu, a sua formação, mas usando muito menos o vocabulário, palavras como campo, como empresa, como oferta, ou como acontece na minha geração. Alors, ça tient peut-être au fait aussi que, d'une certaine manière, c'est un vocabulaire qui est un vocabulaire très très proche, sinon identique, d'un vocabulaire de l'individualisme méthodologique. E isso talvez pelo fato desse vocabulário ser extremamente parecido, se não idêntico, com o individualismo metodológico. Et à la limite, vous pouvez effectivement, lorsque vous lisez Aldrich, par exemple, concevoir les partis politiques, voire éventuellement à l'intérieur des partis politiques, les acteurs comme des individus qui sont mus essentiellement donc, par une forte intentionnalité et par un fort calcul stratégique. Quando vocês leem, por exemplo, Aldrich, vocês veem que no interior dos partidos políticos vão encontrar indivíduos que agem com uma forte intencionalidade, ou seja, uma presença muito forte da ação do indivíduo dentro do partido político. Donc vous avez effectivement une partie de l'équipe des partis politiques qui est désormais occupée par, disons, des économistes du politique. Uma parte, então, dos estudos políticos passa, de agora em diante, a ser dominada por economistas do estudo político. Voire éventuellement, certains partis politiques se donnent véritablement comme des partis entreprises.
E mesmo nós podemos assistir a partidos políticos que se declaram partidos empresa. Je pense notamment à Forza Italia de Berlusconi, Eu estou pensando, por exemplo, como exemplo, na Forza Itália, de Luiz Berlusconi, qui s'est organisé, pourrait-on dire, autour des entreprises de Berlusconi, entreprises économiques. que se organizou ao redor das empresas. Et donc, au départ, véritablement, Forza Italia, c'était simplement la continuation politique des entreprises économiques de Berlusconi. E, na realidade, esse partido, então, era simplesmente a continuação das empresas de Berlusconi. Ce qui voulait dire que les dirigeants du parti, c'était en quelque sorte les cadres supérieurs donc, de l'entreprise économique audiovisuelle de Berlusconi. Na realidade, então, as pessoas importantes do partido eram os executivos das empresas de comunicação de Berlusconi. Et désormais, bon, il y a une autonomisation du parti. Atualmente assistimos uma autonomia do partido, Mais avec véritablement donc une conception de l'organisation même du parti qui est calquée sur le modèle entrepreneurial. mas com uma organização do partido que está calcada na organização empresarial, Et c'est-à-dire notamment avec la conquête d'un marché. Les responsables de région, les responsables de ville ont en quelque sorte un espèce de chiffre d'affaires à faire, à savoir faire des adhésions et faire rentrer de l'argent. mas isso organizado exatamente como uma empresa, ou seja, os políticos das diferentes cidades, diferentes regiões governadas por esse partido têm números, têm estatísticas a apresentar, ou seja, eles têm de mostrar um certo número de adesões angariadas por suas administrações. Juste entre parenthèses, là aussi, les partis politiques ne sont pas les seuls éventuellement